Merci Wessim. Une fois que je le dis, je ne vais plus vous interrompre juste pour poser les questions, mais ce n'est pas de votre faute, je sais, mais sur tous les panels, on essaye de compresser depuis tout à l'heure. Donc ce panel aussi, on va essayer d'être bref, straight to the point. Même vous avez des engagements, je sais. Voilà, on va essayer d'être bref. Le sujet est très intéressant. Tout à fait. Elle a peut-être un peu, puisque vous avez fait le choix, un très bon choix en fait, de parler, on va dire un peu du panorama des core banking systems. Et je pense qu'il y a toute une histoire, et je laisserai mon ami Semir compléter par la suite. Les core banking, c'est toute une histoire aujourd'hui en Tunisie. Moi, j'estime que j'ai l'occasion d'intervenir un peu sur plusieurs pays de la région, donc en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est arrivé à une bonne maturité et qui est également en pleine transition. C'est un mouvement qui a débuté dans les années 2020. On a vu, à l'époque, on avait en fait des banques qui étaient principalement équipées avec des solutions internes ou un best-of-breed, un peu un assemblement de quelques solutions sur quelques métiers. Et dans les années 2020, on a vu une vraie structuration des systèmes d'information qui est venue en fait avec toute la stratégie d'urbanisation des systèmes d'information. Et donc à l'époque, les banques ont commencé en fait déjà à repenser leur système d'information, à voir comment intégrer tout ce système d'information pour avoir la meilleure efficacité opérationnelle possible, avoir une vision client qui était consolidée, très importante dans une dynamique commerciale et une dynamique de gestion des risques. Assurer la conformité également. On a vu qu'il y avait plein de travaux sur la conformité en fait réglementaire, principalement avec une plateforme de télécompensation et de monétique. Un gros travail a été fait en fait par les global bancaires à ce niveau-là. Et bien sûr, un peu toute la sécurisation des systèmes, l'agilité également. Et c'est comme ça en fait que les banques ont commencé à être de plus en plus performantes sur leur métier bancaire. Aujourd'hui, on a quasiment les principaux en fait, acteurs internationaux, donc on les connaît tous. Je pense qu'également des éditeurs tunisiens ont joué un rôle très très important. Et on l'a vu aussi bien sur l'activité de banque de détail universelle, mais également sur les activités spécifiques comme la banque islamique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint une certaine maturité sur les core banking, mais je laisserai peut-être la parole à mes collègues. On est quand même en pleine phase de transition avec une vraie évolution de ces core banking, avec un peu tout ce qui est généré par la transformation digitale, au changement on va dire, du business model un peu des banques aujourd'hui en Tunisie et dans la région. Merci beaucoup. C'est Mohamed Ali. On va vraiment y aller sur un vrai tour de panel. Pas d'ordre exact. On va peut-être passer par là. Ou alors Sissemi, puisque vous l'avez sollicité, tiens. Donc on va aller du côté de Sissemi Israël. WeView, vraiment, c'est quelques remarques déjà pour planter un petit peu le décor de ce panel. Juste, je vais demander peut-être aux personnes qui sont au fond de la salle de venir se joindre à nous, alors de choisir, ou alors de leur transmettre, parce qu'ils sont tellement occupés à discuter qu'ils ne m'écoutent même pas. Donc, choisissez d'être ou dans la salle ou dehors, comme ça on puisse bien travailler sur notre panel. Merci Siwassim. Donc, effectivement, le core banking en Tunisie a une histoire relativement longue. Le core banking en Tunisie a démarré depuis les années 2000. Des mémoires, c'était l'UIB qui était parmi les premiers à emboîter le pas. Et on va en parler probablement. L'ABC aussi. Pendant 20 ans, l'écosystème bancaire tunisien a vécu plusieurs expériences. Le secteur bancaire tunisien est parmi les premiers à avoir mûri et à avoir adopté des solutions packagées et sortir de solutions legacy, solutions qu'il a développées pour lui-même selon ses besoins d'une manière, je dirais, vraiment adaptée,
de la haute couture, si je veux dire. Là, il rentre dans ce qu'on appelle un moule, le prêt-à-porter. Et cette aventure n'était pas simple. N'était pas simple parce que finalement, plusieurs critères font qu'on choisit ou non un global bancaire d'un autre. Il y a le risque, il y a le modèle d'affaires, comme les banques islamiques, il y a l'appartenance à un groupe qui exige donc des choix au niveau des holdings, il y a l'aspect budgétaire. Donc le marché tunisien, ou le panel des globales bancaires d'un marché tunisien est très clairsemé. On parle d'à peu près 9 éditeurs de globales bancaires en Tunisie. Il y a 3 locaux, je les cite en premier, BFI, ID, MPSoft, et 6 internationaux, Temenos, Sopra, Path Solution, le représentant l'éditeur de iMall, mais également Oracle, FlexCube, Symbols, Equation. Donc, relativement clairsemé, ce qui fait que finalement, en Tunisie, on n'a pas forcément capitalisé, sauf peut-être sur un ou deux qui sont leaders, et qui se détachent, tels que Temenos autour de sa solution T24 et Sopra autour de sa solution Amplitude. Si je me permets un peu d'avancer dans cette analyse, en fait, ces globales bancaires, ces projets globales bancaires ne sont pas faits d'une manière simple. Certains même ont été vécus dans la douleur, de par mon retour d'expérience. Le premier challenge qui a affronté en fait les globales bancaires quand ils sont arrivés en Tunisie, c'est l'approche projet. Ça ne veut pas dire que les banques tunisiennes ne savent pas gérer un projet, non, mais un projet de telle envergure. Quand on met en place un global bancaire qui a pour vocation de couvrir l'ensemble du périmètre fonctionnel, l'ensemble des process, du moins opérationnels d'une banque, c'est une équipe mobilisée à peu près de 80 personnes. 80 personnes à plein temps qu'il faut dégager des opérations, qu'il faut dégager de la DSI, de l'orga, de la conformité, de l'audit, et qui vont travailler selon un planning vraiment très serré pour respecter donc le budget au forfait que les banques ont exigé aux intégrateurs. Et ce travail très mobilisant en termes de ressources et qui met en place plusieurs streams fonctionnels, stream data, stream infrastructure, stream interfaçage, stream test, etc., n'est pas forcément une expérience très vécue par les banques ou habituelle chez les banques, et c'est ce qui fait que les projets souffrent assez souvent dans la durée réelle des projets. Donc, moi, je suis en train d'accompagner quelques banques ici en Tunisie. On est sur des plannings initiaux qui étaient de 2 ans. On est plutôt parti sur 4 à 5 ans. Ce qui est très impactant pour une banque, parce que pendant cette phase de mise en œuvre d'un global bancaire, la banque est quasiment en mode freeze. À chaque fois qu'on essaie de changer quoi que ce soit au niveau du SI existant, il faut aussi changer le global bancaire qu'on a acquis. Et ceci, effectivement, est un coût additionnel, puisqu'on va faire la même chose 2 fois. Et donc, plus la durée du projet est lente, plus les coûts additionnels sont très impactants. Et ça, c'est vraiment le premier challenge qu'a vécu les éditeurs de global bancaire en Tunisie, c'est la capacité des banques à maîtriser ou à déployer les prérequis nécessaires à la réussite des projets de global bancaire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'attente. Nous, dans nos banques, on aspire effectivement à résoudre tous les problèmes d'un coup, parce qu'effectivement, et c'est ce qui est un peu aussi vendu par les éditeurs de bancaires, la capacité de couvrir tous les besoins métiers, la capacité de couvrir tous les process, du moins opérationnels. Mais dans la vraie vie, c'est pas ainsi. Et petit à petit, on se rend compte que finalement, ces global bancaires n'arrivent pas à couvrir toutes les attentes et on rentre dans des difficultés opérationnelles au niveau projet. Et ça, c'est quelque chose que nos banques, malheureusement, n'ont pas forcément la capacité de le vivre simplement, ou bien parce que c'est des banques dans le secteur public, et quand un contrat est signé, on ne peut pas le bouger, ou dans le cas d'un secteur privé, et quand on essaie de le bouger, on n'a pas forcément tous les moyens de le faire bouger. Donc, c'est ça un peu les challenges qu'on a vécu dans ce genre de projet global bancaire en Tunisie. Très bien, excellent.
J'allais revenir tout à l'heure sur un deuxième tour de panel sur les challenges, mais c'est bien, ça a été entamé, donc on peut d'ores et déjà aller peut-être sur ça, à moins que vous ayez des remarques encore d'ordre général. On va partir du côté de M. Pradesh et ensuite on garde le banquier, en tout cas la banque du moins, pour la fin, pour voir un petit peu lui comment il voit surtout ce feedback. Non, on va aller du côté de Salesforce, du côté de Pradesh. Bonjour tout le monde. C'est Walid. Alors, bonjour tout le monde. Oui, on peut parler un peu de Salesforce, qui est plutôt une couche de relations clients qui vient s'ajouter, se greffer à des systèmes d'exploitation, des systèmes de production, comme le core banking. Donc Salesforce est le numéro 1 mondial lorsqu'on parle d'expérience client, lorsqu'on parle de CRM, mais le concept c'est plutôt plateforme. Donc si j'ose partager un peu ce qu'on a vu dans la région et en Tunisie, d'abord on se félicite, déjà on parle de core banking. Les choses, ils ont bien avancé en Tunisie, il y a une mise à jour de tous ces core banking, mais maintenant on voit de plus en plus de maturité d'aller sur une couche supérieure qui est ouvrir de nouveaux canaux, mais surtout construire une layer of engagement, une couche d'interaction avec le client. Donc ça nécessite quand même une réflexion stratégique de mettre le client au centre de la réflexion, plutôt de penser workflow et process, ou bien penser produit, crédit ou compte épargne, etc. C'est une réflexion qui nécessite quand même de d'abord choisir une plateforme qui permet de faire ça en termes de technologie, et après mettre le client au centre des interactions pour construire des briques autour. Donc Salesforce permet ça grâce à la technologie de la plateforme d'abord, et grâce aussi à cette interactabilité avec d'autres systèmes comme les core banking, puisque le système est en OpenAPI. Si j'ose partager deux choses que j'ai vues sur la région, d'abord il y a un changement radical qui se fait dans le secteur. Un, il y a l'émergence de la concurrence qui vient pas des autres banques, mais qui vient d'autres institutions. Et là, on le voit surtout en Afrique avec l'émergence des plateformes de paiement comme Wave, qui bousculent un peu les banques à réfléchir autrement. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est les réglementations, même si on tend à les allergir et à les simplifier, ils tendent à se complexer avec la protection des data, l'RGDP, etc. Donc ça, c'est un effet. Et le troisième effet, c'est que les comportements des clients ont changé. Ils sont plus dans le digital. J'ai un compte, je préfère résoudre et faire mes problèmes et faire une demande de carte directement sur un site plutôt qu'appeler le centre d'appel, etc. Donc ces tendances-là, ils demandent une réflexion plutôt globale. Ça, ce sont pour vous donc les défis de demain en fait déjà. Exactement. Donc ça, c'est même les défis d'aujourd'hui. C'est tout à fait. Maintenant, chaque pays a ses maturités, mais le comportement des citoyens est universel. Donc ce qui se passe au Sénégal, au Côte d'Ivoire, c'est la même chose qui se passe en France ou en Tunisie ou au Maroc. Alors, je me tourne vers Mohamed Bessel de l'UIB, et justement le core banking en Tunisie, ou du moins chez vous. Merci Wessim. Là je vais faire un témoignage de quelqu'un qui vit au quotidien avec le global bancaire de l'UIB. Donc l'UIB vit avec le global bancaire et fait vivre le global bancaire, puisqu'il y a toute l'expertise de la banque qu'on retrouve graduellement dans le global bancaire. Alors notre banque a fait très tôt le choix de s'aligner sur l'un des meilleurs global bancaires du monde, c'est Amplitude de Sopra. Et c'est plus qu'un projet, c'est un programme, le global bancaire. Et à chaque phase, il y a un apport clair et déterminant pour la vie de l'entreprise et pour la vie du système d'information de la banque. Il y a d'abord la legacy, la gestion de la legacy et comment changer les briques informationnelles et les intégrer dans la logique globale bancaire. Donc c'était les premiers chantiers qui ont été lancés pour pouvoir garantir une harmonie entre ce qui existe déjà et le global bancaire au début des années 2000. Puis après, il y a la partie référentielle, qui est une partie très importante parce que l'un des apports majeurs d'un global bancaire, c'est un référentiel commun, un référentiel produit, un référentiel client, un référentiel tarif.
Et c'est une vraie golden source et un vrai garant pour l'harmonisation entre les différents secteurs et fonctionnalités couverts par le global bancaire. La troisième partie, c'est la standardisation. Comme vous savez tous, un global bancaire, il vient avec un ensemble de processus connus et reconnus par les standards internationaux, et il y a un vrai sujet autour de l'alignement autour de ces processus qui sont le résultat d'un ensemble de bonnes pratiques. Et donc il y a tout un travail qui a été fait au sein de l'UIB pour aligner les processus de la banque avec les bonnes pratiques exigées par le global bancaire. Le dernier challenge qui a été soulevé il n'y a pas longtemps avec les équipes UIB, c'est le passage vers la version 11 d'Amplitude avec l'APIisation. C'est un projet très challengeant qui a été mené avec nos équipes tunisiennes pour pouvoir passer à cette version 11 qui ramène avec elle un ensemble d'acquis très très important pour la banque de demain, c'est la couche d'APIisation. Et là, on passe vers une autre vision liée aux applicatifs satellites qui rôdent autour du global bancaire. Et aujourd'hui, le global bancaire de l'UIB, il communique avec son écosystème interne et externe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les applicatifs, que ce soit en relation avec l'octroi de crédit, avec tout ce qui est gestion des financements, avec tout ce qui est entrée en relation, etc., il interagit avec le global bancaire grâce à l'APIisation. Et ça, c'est très, très important pour l'évolutivité et l'ouverture du système d'information. Et très, très prochainement, il y a un travail qui se fait pour aller vers le portail tierce partie qui va exposer des API pour permettre l'interconnexion avec les fintechs, avec les concessionnaires, avec plein de use cases très générateurs de valeur dans un monde très concurrentiel aujourd'hui où la banque est obligée de se positionner grâce à ses acquis, notamment le global bancaire et le système d'information, pour pouvoir tirer le mieux de la technologie et de métier de la banque. Très rapidement, pour revenir sur notre quotidien. Vous, dans votre cas, enfin, je ne sais pas si c'est des informations que vous pouvez divulguer, mais est-ce que vous, votre core banking a été installé sur des plateformes un peu anciennes, ou est-ce que comment ça évolue? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce défi-là. Souvent, c'est sur des plateformes un peu vieilles, entre guillemets, et qu'on savait d'ores et déjà, depuis qu'on avait fait l'investissement, qu'on ne va pas forcément les amortir. Donc, ça ne fait que psychologiquement bloquer le renouvellement, et on se retrouve le core banking sur ça. Et donc, du coup, ça freine. Alors, justement, le global bancaire, il s'inscrit dans une réflexion globale qui a été menée à l'UIB avec des responsables valeureux qui ont très rapidement compris le challenge de la dualité entre le software et le hardware, avec une infrastructure très très importante, prête à porter le global bancaire et à répondre aux exigences de la disponibilité et de la sécurité liées à la mise en place justement du global bancaire. Donc nous avons investi énormément dans le data center de l'UIB, des investissements très importants en matière de connectivité qui ont permis justement d'utiliser au maximum les capabilities du global bancaire. Alors aujourd'hui, dans notre quotidien, on interagit quasiment quotidiennement avec le provider et l'éditeur de la solution, Sopra, grâce à une relation de confiance basée sur un partage de connaissances et un partage de responsabilités. C'est-à-dire que l'UIB est à l'écoute de ses utilisateurs et l'éditeur il est là pour nous aider à satisfaire nos utilisateurs internes et externes. Et ceci grâce aux différentes montées de version, grâce aux nouvelles fonctionnalités et aussi comme disaient nos chers panélistes, c'est grâce aux nouvelles briques qui viennent aujourd'hui enrichir le global bancaire avec de nouvelles fonctionnalités très très intéressantes. Nous, à l'UIB, on essaie d'aider l'éditeur à expérimenter grâce au sandbox et aller vers une meilleure solution à l'image des attentes des utilisateurs.
Je sais que c'est une course contre la montre et je suis encore une fois désolé, mais on va attaquer un dernier tour de panel. Je ne vais pas suivre le premier ordre qu'on a eu. J'ai envie de terminer avec Mohamed Aïchbir parce que je vais terminer sur banking, mais également assurance. Donc ça lui permet aussi de se préparer. Mais je reviens avec vous. Par contre, si Samir Zral, par rapport réagir déjà au use case UIB, et puis vous qui connaissez très bien pour avoir contribué à des projets sur pas mal de banques. Oui, alors moi, ma vision est un peu différente, un peu terminer nuancée. sur les défis, voilà. Oui, sur les vécus, et un peu nuancée. Moi, je pense qu'effectivement, le marché du global bancaire est arrivé à maturité et aujourd'hui, il est fortement challengé. Il est fortement challengé parce que des projets de 3 ans, 4 ans de mise en œuvre, ce n'est plus possible. Quand il y a des nouveaux players qui rentrent pour mettre en place un système d'information, pour se lancer, ce n'est pas possible. Faire un upgrade même qui dure une année, c'est pas tenable. Donc aujourd'hui, on est en face de nouvelles offres de solutions qui vont challenger le modèle de global bancaire qu'on a connu ces 20 dernières années. Donc on est dans des modèles de type SaaS, dans des modèles de solutions qui sont offertes, préparamétrées, et où là, encore une fois, il faudra accepter d'entrer dans le moule, mais qui répondent à des problématiques de banque digitale selon les bonnes pratiques, etc. Qui permettent d'avoir des cycles de mise en œuvre vraiment courts et des coûts d'acquisition relativement maîtrisés. Donc ça permet déjà de remettre en cause l'envie ou la démarche que nous avons assez souvent dans nos banques tunisiennes d'aller vers une solution acquise et installée dans nos data centers. Deuxième élément qui va challenger le modèle global bancaire, c'est les nouveaux players comme TagPay ou autres qui apportent de nouvelles visions de systèmes d'information de banque, une nouvelle approche de mise en place et qui font qu'effectivement ça disrupte quelque part le modèle global bancaire. En plus, de plus en plus, et comme on vient de le dire, l'importance jusqu'à maintenant des global bancaires était pour automatiser les opérations, faciliter et améliorer l'efficacité opérationnelle. Aujourd'hui, la tendance est beaucoup plus pour servir les clients, apporter de nouveaux produits, de nouveaux services. Et donc, fatalement, ça ouvre en fait le système d'information vers de nouveaux opérateurs qui vont, comme les fintech, apporter des services à valeur ajoutée. Et ça, les global bancaires ne sont pas forcément capables de faire. Et du coup, même le périmètre fonctionnel des global bancaires va être grignoté. À la fois parce que les clients sont de plus en plus exigeants, mais également les métiers. Même les métiers au niveau des banques vont exiger de la profondeur fonctionnelle, de la digitalisation des processus internes, et ça va amener à sortir des périmètres, des flancs fonctionnels importants du global bancaire. Ma vision à moi, c'est que le global bancaire va de plus en plus être assimilé à un noyau bancaire, qui va être de plus en plus limité dans son rôle de référentiel, de gestion des clients des comptes, du back-office. Et toute la valeur ajoutée va être happée, va être récupérée par des niche players, par les fintech, qui vont apporter une nouvelle vision dans laquelle le client sera au centre de la réflexion et pas forcément les opérations au sein de la banque, qui, elles, seraient déjà, à mon sens, un sujet traité, puisque tout serait dans le digital et donc tout serait déjà bien optimisé. Très bien. Alors, on va repartir du côté de M. Qadeshi. C'est Walid Qadeshi. Il a son micro. Donc, vous êtes arrivé sur les défis un petit peu tout à l'heure. C'est avec ça qu'on veut terminer. Donc, vous, comment voyez les défis de la banque de demain, justement? Très bonne question. Donc, les défis, la banque va changer. Elle est en train de changer. Et hier, comme annoncé ce matin, on est déjà dans un nouveau canal qui est le mobile payment. Donc on est là déjà. Ce qui se passe, c'est que je rejoins tout à fait Sabine sur l'idée qu'il faut changer le concept opérationnel et de plus en plus penser client, ce qui nécessiterait toute une transformation de ce système d'information. Aujourd'hui, par exemple, ce que moi j'ai remarqué dans les institutions comme la banque, qui est quand même une legacy très complexe. Il faut féliciter les CIO, les équipes qui travaillent à la banque. C'est très complexe de digitaliser des process ou de réfléchir ou oser réfléchir une transformation digitale. Parce que quand même c'est très délicat, c'est très réglementé. Ça c'est un point. Deuxième point, par exemple, ce que on voit de plus en plus le sujet de transformation digitale au core banking, il échappe où il y a IT pour aller vers des nouveaux départements digitales aux transformations digitales qui sont plus proches des décisionnels ou des boards. Donc ça, c'est
Ça, c'est une tendance qu'on le vit maintenant, ça fait plus que 5 ans. Donc ça, c'est un de ce qu'on voit de plus en plus dans cette économie financière, c'est qu'il n'y a plus l'effet que, comme on dit en anglais, si je le traduis, le nouveau monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le grand poisson qui mange le petit poisson, mais c'est beaucoup plus le poisson rapide qui va manger le poisson lent. Donc le mot, c'est aller très rapide, agilité, mettre en place, chercher des solutions, des partenaires ou des plateformes qui vont permettre une delivery très rapide. Au lieu de parler 3 ans, 4 ans, on peut parler 3 mois, 6 mois. Et là, ça nécessite quand même une infrastructure, là, le SaaS, le cloud. Il faut oser penser et essayer l'impossible. Voilà. On va essayer de terminer. Après, on peut vraiment faire un dernier tour de panel s'il y a vraiment quelques remarques. Je sais qu'on a toujours quelques-unes en quelques secondes. Hamda Ijbira, donc la partie banking, mais aussi ce qui est intéressant avec vous, de par vos fonctions chez Deloitte, vous couvrez vraiment ce qu'on appelle banque assurance aujourd'hui. Donc justement les défis dans le secteur des assurances, puisque j'ai repéré moi-même quelques personnes du secteur d'assurance dans cette salle. Merci Wassim. Juste pour compléter un peu sur la partie bancaire, et moi je voulais plus donner un peu un topo, plus du prisme des core banking systems. Moi j'ai terminé un peu ma première intervention en parlant de transition, mais mes collègues ont beaucoup parlé en fait des changements en fait, des nouvelles exigences des clients qui demandent une expérience assez personnalisée, rapide, à travers différents canaux. Les clients cherchent également à avoir des produits qui sont très adaptés à leur comportement, à leur manière d'utiliser, on va dire un peu les services financiers. Mais il n'y a pas que les clients, il y a également en fait les régulateurs. Et aujourd'hui, en fait, les banques sont prises en fait dans une pression réglementaire assez importante, avec des sujets liés au risk management, des sujets liés à la conformité, au contrôle et autres, et pour lesquels aujourd'hui, les core banking systems doivent apporter des réponses. Et les core banking systems se sont adaptés aujourd'hui, Moi, je disais au début, je pense qu'ils ont réussi en fait la première étape qui était, avec les banques bien sûr, qui était de sécuriser en fait tout le périmètre des produits et des process bancaires et financiers. Je pense que ça, c'est un élément qui a été très important et qui a été fortement apprécié ici dans notre secteur en Tunisie, mais les nouveaux défis de la digitalisation, de la pression réglementaire ont fait que les CBS ont repensé en fait tout leur modèle. Ils ont complété en fait leur offre et produit par une expérience digitale qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus poussée. Nous, on a vu dans un pays limitrophe, je vais parler de l'Algérie, où aujourd'hui on est sur un process d'onboarding, d'entrée en relation client qui peut être 100% digitalisé en utilisant en fait plusieurs outils, de la RPA, du core banking system et tout ça, des chatbots et ainsi de suite, et qui fait qu'aujourd'hui, ces CBS-là, aujourd'hui, donc ils ont réussi, on va dire un peu leur transformation, mais ils ont surtout repensé leur modèle dans une logique un peu d'écosystème ou de marketplace. Aujourd'hui, ces core banking systems-là se sont mis dans une logique d'architecture ouverte. Notre collègue parlait d'API, qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent s'ouvrir à n'importe quel fintech, à n'importe quel autre éditeur, puisqu'on parle également avec Walid de Salesforce et autres. Ils ont également en fait intégré des plateformes, on parlait d'agilité, ils ont mis en place également des sandbox aujourd'hui, dans lesquels un peu tous les développeurs ou les utilisateurs un peu de la banque vont essayer un certain nombre de produits et tester de process. Ce qui fait aujourd'hui que ils opèrent en fait où ils proposent du moins un écosystème assez complet avec des fintechs, avec des éditeurs qui vont venir en fait couvrir des besoins en connaissance client, des besoins en efficacité opérationnelle, de lutte anti-blanchiment, de lutte anti-fraude, de tout ce qui est en fait reporting réglementaire. Donc on a en fait une multitude de use cases qui peuvent être adressés aujourd'hui par tout cet écosystème-là,
Et ce travail-là a été très important dans la conception et dans la réflexion un peu de ces nouveaux CBS et que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Tunisie. Je compléterai juste sur la partie un peu CBS pour dire, tout à l'heure on parlait de SaaS, on parle beaucoup de cloud, et aujourd'hui en fait il y a un choix qui a été fait par ces éditeurs-là, comme la majorité des éditeurs importants en fait dans l'écosystème mondial, c'est d'aller de plus en plus vers le cloud. Et ça, c'est un élément qui est très important, qui mène à une vraie réflexion ici en Tunisie. Donc, ces éditeurs aujourd'hui qui sont très présents ici sont en train de réfléchir. Il y a une vraie réflexion autour de ce modèle-là sur comment penser, on va dire un peu, cette nouvelle architecture un peu architecture cloud, qui est très importante également pour les banques puisqu'elle permet une vraie réduction des coûts. On sait qu'aujourd'hui, on est quand même face à une pression des coûts qui est très importante. Et on parlait également un peu d'agilité, puisqu'on va bénéficier un peu de toutes les expériences qui existent dans l'écosystème un peu de cet éditeur-là. Donc voilà un peu juste pour montrer un peu le rôle, ou du moins la transformation des CPS face à ces enjeux-là. Et Wassim, vous m'avez donné la main un peu pour parler un peu d'assurance. C'est intéressant parce qu'on a toujours fait le parallèle. Moi, depuis une vingtaine d'années, je travaille sur le secteur bancaire et de l'assurance. Il y a un vrai parallèle, même s'il n'est pas en fait aligné, mais on est un peu dans les mêmes schémas, on va dire un peu d'évolution, même si les choses s'accélèrent beaucoup dans le secteur des assurances. On constate un peu la même évolution, la même genèse, on va dire un peu du corps assurance aujourd'hui. Mais on voit surtout aujourd'hui un peu l'arrivée de grands acteurs. Et ça, c'est très important. On parlait un peu tout à l'heure de Sopra, de Temenos, d'Oracle et autres. Mais on voit également l'arrivée en fait de grands acteurs au niveau du secteur des assurances qui viennent structurer un peu les systèmes d'information de ces secteurs-là, aussi bien sur la partie vie, sur la partie non-vie ou sur la partie dommages aux personnes. Tout dépend un peu des réglementations qui sont prévues dans les différents pays. Ils proposent également des expériences digitales assez poussées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le développement de produits est peut-être beaucoup plus important en assurance. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'usage par comportement, par l'usage un peu de l'utilisateur ou de l'assuré. On a un go-to-market qui est beaucoup plus, un besoin en go-to-market qui est beaucoup plus prononcé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie évolution à ce niveau-là. On le voit un peu à travers toutes les missions que nous faisons dans les stratégies systèmes d'information et les choix de solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que ça continue en fait à structurer nos marchés financiers. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va prendre vraiment quelques secondes s'il y a des remarques, mais vraiment en secondes. Juste peut-être rapidement, je pense que la banque de demain, c'est la banque d'aujourd'hui. Là, il y a deux réflexions majeures. C'est l'open banking et la banque digitale. Et clairement, au-delà de tout ce qu'on dit aujourd'hui par rapport au fait que c'est plus des projets IT et que c'est l'approche par l'IT, c'est pas la bonne approche, je pense qu'on ne peut pas réfléchir autour de ces deux sujets sans avoir le global bancaire au cœur de ces discussions. Il est omniprésent dans la vision open banking, il est omniprésent dans la banque digitale. L'idée aujourd'hui, effectivement, d'écouter plus les métiers, les besoins clients, mais de traduire tout ça avec beaucoup de rigueur. Et la rigueur, elle est très importante quand on mène des projets en relation avec le SI bancaire en général. Le global bancaire, il structure la réflexion. Et moi, honnêtement, je ne vois pas de contradiction entre le global bancaire et l'innovation, puisque aujourd'hui, on peut faire de l'RPA avec le global bancaire, on peut faire de l'APIisation avec le global bancaire, on peut faire du mobile, du digital avec le global bancaire. Et c'est bien d'avoir cette notion de marketplace, effectivement, où tout l'écosystème IT, y compris les fintech, les regtech, etc., peuvent s'épanouir, peuvent évoluer avec le global bancaire pour construire de nouvelles briques sur le global bancaire qui, lui, évolue énormément aujourd'hui. Et à l'UB, on est vraiment très réactif et très proactif par rapport à l'évolution des global bancaires et on essaie d'intégrer notre global bancaire dans l'écosystème innovation au sens large. C'est Samy ?
J'ai une dernière réflexion. Moi, je crois que le global bancaire va évoluer, va aller vers des approches nouvelles. On parle de microservices, on parle de banque as a service, etc. Et là, j'interpelle le réglementaire tunisien à la Banque centrale pour ouvrir ces opportunités aux banques tunisiennes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réglementation tunisienne est un frein à l'innovation et j'invite vraiment la Banque centrale à revoir un peu les circulaires pour permettre aux banques tunisiennes de profiter du cloud, des capacités du cloud, pour avoir des coûts d'acquisition de global bancaire maîtrisés et des capacités de calcul pour pouvoir offrir des use cases personnalisés à nos clients, vraiment une offre de service qui soit à la hauteur de leur aspiration aujourd'hui. J'interviens sur l'Afrique depuis 20 ans. Je peux vous dire que depuis ces 2 dernières années, depuis la Covid, j'ai l'impression qu'on a pris des rides, beaucoup de retard par rapport au continent africain et qu'on a profité largement donc, des possibilités digitales qui s'appuient sur le cloud parce qu'eux, ils n'avaient pas grand-chose, donc ils ont pu sauter le pas. Nous, peut-être quand on a un acquis, cet acquis aujourd'hui est un frein. Donc travaillons pour que ce soit plus le frein et que le réglementaire puisse suivre. Merci. C'est Walid. Dernier mot, peut-être, je partagerai un peu ce que je vois moi sur la région et surtout en Afrique. Pour finir, quelque chose de positif, c'est qu'on a du retard par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, mais c'est un retard qui permet de partir avec une feuille blanche. Ça, c'est très intéressant parce que même dans les transformations digitales, on n'est pas obligé à parler de systèmes qui sont déjà essayés 20 ans, 25 ans. Là, on est quand même sur des choses qui sont jeunes. Donc là, on peut vraiment oser la transformation digitale à fond, ce qui se fait ailleurs, et la Tunisie peut faire la même chose. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Yatik Saha Sewali. Merci à tous nos panélistes, merci à vous, cher public, qui attend encore notre dernier panel avant d'aller savourer un bon déjeuner.